Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue pour la quotidienne du jeudi 21 octobre. Comment le secteur de l'hôtellerie a-t-il fait face à la pandémie et quel bilan tirer de la saison de cet été? On en parle avec notre invité du jour. Bonjour, Michael Garnier, vous êtes le co-directeur d'Everness Hotel & Resort. Bonjour. Avant de parler de votre établissement, j'aimerais savoir votre recette de chasse préférée, c'est laquelle? La selle de chevreuil. Oui. La selle de chevreuil faite par une grand-mère? Non, par notre chef de cuisine. On reste 100%, on vit à l'hôtel, on mange à l'hôtel, 100% Everness. On est tout le temps à l'hôtel. Tout le temps à l'hôtel. Si je vous parle chasse, c'est parce que c'était notre thématique de la semaine. Après avoir rencontré un chasseur en début de semaine, vécu un petit peu un moment en forêt avec ce garde-faune, Alexandre, on te retrouve à table. Où est-ce que tu es exactement ? Eh bien, je ne suis pas loin de toi, Andrea. Je me trouve à Coinsin, ici. Derrière moi, tu vois l'auberge de la Réunion, puisqu'on va s'intéresser en cette période de chasse aux restaurateurs, savoir qu'est-ce que ça représente, la saison de la chasse, pour un restaurant ici, et puis comment on la prépare. Et puis, on va passer à table ensemble. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. On se réjouit. Je crois que ça sent presque bon d'ici, hein, je t'avoue. Michael Garnier, on va parler évidemment de votre établissement. Alors, c'est vrai que c'est un établissement qui a été rebaptisé. L'hôtel de Chavannes-de-Bougie a complètement changé sa stratégie depuis 2019. Il s'est repositionné dans le marché. Une transformation qui s'est positionné sur plusieurs choix. Vous êtes sorti du grand groupe hôtelier Best Western. Il y a aussi eu également des travaux de rénovation. Vous avez acquéri une étoile supplémentaire. Mais est-ce que finalement le Covid a changé tout ce processus de transformation et l'a accéléré ? Alors complètement, on peut dire qu'il a complètement accéléré du fait déjà de changer de nom, de changer de marque. Ça peut poser certains soucis de reconnaissance. Et du fait d'avoir que le monde s'est arrêté du jour au lendemain, ça a amené aussi une nouvelle clientèle. Donc ça a accéléré la mutation, oui, dans la tête des gens, je veux dire. Du fait de toutes les activités qu'on a pu amener par la suite, on a un nouveau positionnement, un nouveau segment et donc des nouveaux clients. Ouais, j'imagine que c'était une stratégie qu'il a fallu complètement revoir, hein, parce que généralement quand on fait un tel changement, ça part aussi sur une étude de marché que vous aviez faite du coup en 2019. Il disait quoi le marché avant et qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Alors, la stratégie, elle a été développée avec une agence, l'agence Enigma à Genève. Et l'idée était de dire que les chaînes aujourd'hui sont en perte de vitesse et de trouver, nous, notre positionnement par rapport aux chaînes. Donc, on était donc affilié à Best Western en marque volontaire depuis plus de 25 ans. Et Best Western est plutôt une chaîne d'hôtels qui est un hôtel de 60, 80 chambres en centre-ville. Nous, on a 170 chambres, un centre de conférence et on est à l'extérieur de la ville. Donc on ne correspondait plus vraiment à cette idée-là. Et le fait d'avoir fait un grand nombre de rénovations nous a posé cette question, est-ce qu'on ne devrait pas sortir de cette chaîne et trouver notre propre nom, notre propre marque? C'est changer aussi non seulement l'extérieur, la façade, mais aussi votre manière de travailler à l'intérieur, parce que la clientèle aussi a complètement changé. Alors elle a changé pendant un certain temps. C'est-à-dire que du jour au lendemain, au mois de mars 2020, un cahier de réservation bien rempli, un salon de l'auto qui commence, et du jour au lendemain, plus rien. Mars, avril, mai, plus une seule réservation, des avions qui ne décollent plus, donc qui n'arrivent plus à Genève, et donc plus rien, plus de salon, plus de séminaires. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Tous les indicateurs donnaient un été qui serait un été suisse, un été où les clients seraient les Suisses qui voyagent en Suisse. Donc comment les attirer à Everness plutôt que dans les hôtels de nos confrères. Donc l'idée c'était de sortir des concepts qui sont des concepts non plus business, séminaire, mais des concepts loisirs. Comment créer des vacances à Chavannes-de-Bougie. Mais est-ce que ce n'est pas finalement votre concept, pardonnez-moi, qui est arrivé en bout de souffle? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dans la région que notamment tous les complexes hôteliers ont pu aussi permettre peut-être aux personnes qui travaillent en entreprise de se retrouver, d'avoir des espaces de coworking. Pourquoi ça ne s'est pas fait à Everness? Alors,
on a notre espace de coworking. Quand on a fait cette rénovation, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'un hôtel, il a un cœur au centre de l'hôtel. C'est une vie dans l'hôtel. Donc on a notre coworking qui est au centre de l'hôtel avec un bar et connexion internet illimitée et autres. Mais on n'a pas vu déferler des dizaines de personnes tous les jours pendant cette période Covid. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le concept business n'a pas encore trouvé son identité, peut-être son expérience business chez vous ? Je pense que le fait de ne pas être en centre-ville peut être le frein, en fait. Nous, étant donné qu'on est à la campagne, les personnes qui vont être autour de l'hôtel, parce que là on parle quand même de business local, hein, les personnes qui vont être autour de l'hôtel ont leur villa. Ne sont pas forcément dans des appartements avec 1 ou 2 enfants qui sont à côté, difficiles de travailler. Je pense que le coworking en centre-ville, à ce moment-là, était une bonne réponse. Alors en termes de chiffres, c'est vrai que c'est 50% de votre chiffre d'affaires en moins à cause du Covid. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? L'année dernière, oui, 50% effondrement complet. Je dirais qu'on s'en est quand même assez bien sorti par rapport à nos confrères. Et cette année, on espère avoir une perte de l'ordre de 30%. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on reste quand même, on fait attention ou justement ce changement a permis de regagner de la vitesse ? Alors on fait attention, c'est important parce que l'avenir il n'est pas tout rose non plus. On a encore vu que le salon de l'auto au mois de janvier-février était annulé. Mais il faut aussi continuer dans les choses qui fonctionnent, dans la partie loisirs, parce qu'on a pu se rendre compte que ça fonctionnait. Donc on a différentes idées et différents investissements qui vont venir dans l'année prochaine, voire les années futures, pour continuer cette mue sur le loisir. Ouais, un esprit plus familial, on parlera de cette thématique en deuxième partie d'émission, mais pour revenir justement au salon de l'auto, puisque vous l'avez évoqué, oui. Pour vous, ça représente quelle perte, le fait que le salon de l'auto ne se fasse pas ? Nous, c'est 6 semaines de réservation. Il faut savoir que le salon de l'auto, c'est pas 10 jours. Le salon de l'auto, c'est 4 semaines avant avec toutes les sociétés de montage, qu'elles viennent d'Allemagne, de France ou d'Italie, qui viennent monter les stands de tous ces gros constructeurs. Donc 4 semaines avant et 10 jours de démontage après. Donc c'est de l'ordre de 40 à 100 chambres tous les jours. Donc j'imagine que quand on voit de tels événements comme ça qui disparaissent petit à petit, c'est là où il faut aussi revoir sa stratégie, c'est là où vous intervenez aussi. On va parler de ces opportunités d'ici quelques instants, mais je vous propose qu'on retrouve Alexandre à la cuisine. Alexandre, est-ce que ça sent bon ? Oui, effectivement. Et puis alors, je suis là, voilà, avec Hassan, qui est le gérant, qui est juste là derrière moi. Alors, comme tu comprends, c'est le coup de bourre. On est entre midi et 2. Donc, du coup, ça ne chôme pas ici. Voilà, Hassan, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous êtes avec la selle de chevreuil que vous allez flamber devant moi. Alors, moi, j'aimerais savoir, effectivement, pour un gérant d'une auberge comme ça, la saison de la chasse, ça représente quoi ? Du stress. Non, c'est vrai que c'est une saison qui est attendue très, très, très impatiemment par tous les clients. Et puis, durant le mois d'octobre et le mois de novembre, disons qu'on est pris d'assaut pour ça. Pas uniquement pour ça, mais surtout pour ça. Ouais. C'est chaque année, disons que l'auberge ici à Coinsin est reconnue aussi pour sa chasse, parce que vous avez une carte assez large aussi de ce que vous proposez. Alors la carte, oui, mais c'est surtout aussi les produits de qualité qu'on propose. On propose toujours des produits de qualité, bien sûr, tout fait maison, sauf la selle, bien sûr, sauf la viande qu'on achète directement importée d'Autriche. Sinon, pourquoi pas de Suisse, justement ? Disons qu'on n'est pas un concentré producteur du chevreuil. Alors, on n'est pas comme dans le Valais où heureusement, eux, ils peuvent, mais nous, on ne peut pas, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas, mais on aurait bien voulu, disons. On aurait bien voulu. Donc, plat traditionnel, familial, dans une auberge aussi, qui compte sur sa clientèle de midi, fidèle. Fidèle, absolument. On a une clientèle très fidèle. Ils savent qu'on a toujours les mêmes plats, mais disons les plats à déguster tous les jours, 5 plats du jour, et à la carte. Donc, on a comme les ouvriers, comme les retraités ou les hommes ou femmes d'affaires qui sont parmi nous avec nous aujourd'hui. Donc ça se passe plutôt bien le début de cette saison de chasse. Les gens en demandent.
Alors, les gens demandent, surtout que l'année dernière, on n'a pas pu trop en faire, parce qu'on nous avait fermé très très tôt. Donc, le 5 novembre, on était déjà fermé, comme tout le monde le sait. Et là, j'espère en tout cas pouvoir en profiter un peu plus, parce que justement, c'est une saison très très unique à elle. Donc, les feuilles tombent, c'est joli, la couleur. Il y a encore du monde sur la terrasse. Vous savez pour qui? Parce que justement, ils ne vont pas encore rentrer à l'intérieur. Espérons que ça va bientôt changer. Parce que pour nous aussi, c'est aussi une clientèle qu'on voudrait voir à l'intérieur bientôt. Parce que quand il fait mauvais, on a bien sûr moins de monde. Exactement. Et donc là, ah ben voilà, ça y est, on y va. Donc, il fait très chaud d'un coup là, Andrea, j'avoue. Alors, on va souhaiter bon appétit aux personnes qui sont derrière moi. Voilà, bon appétit, messieurs. Et puis, à tout à l'heure, Hassan. Merci. Plaisir. Merci, Alex. Voilà, Andrea. Alors, moi, je vais m'asseoir parce que donc là, on ne prépare pas ce plat pour moi, mais on va me préparer également la selle de chevreuil tout à l'heure. Donc, je vais m'asseoir à table et je te dis à tout à l'heure pour savoir comment on cuisine la chasse. C'est vrai que notre invité aurait pu te rejoindre, hein, vu que c'est votre plat préféré. Vous avez l'eau à la bouche. J'y vais juste après. On partirait peut-être ensemble. Voilà. À présent, on ouvre une page sculpture de bois, aquarelle et pop art. La 28e édition d'Art-Gland est à découvrir à l'espace culturel de Grandchamp du 21 au 31 octobre. Une édition qui rend hommage à Satch Braque, le cofondateur de l'association des peintres et sculpteurs de la Côte, décédé en avril dernier. Petit tour d'horizon en images. Mélange d'art, ça serait chouette ça. On est vraiment, on touche à la fin de la préparation. L'accrochage est enfin terminé et ça s'est très très bien passé. Plus vite qu'on l'aurait cru en fait. Les artistes se sont vraiment donnés à fond pour faire un magnifique accrochage et on peut voir le résultat, il est superbe. Ouais, alors tout ça c'est à voir ici à Grandchamp, 28e édition et puis on peut le dire, pas mal de nouveaux cette année. Oui, on va dire majoritairement des nouveaux. Absolument, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire de la région que finalement elle est riche en artistes, que chaque fois plus de monde veut aussi exposer et partager ses œuvres avec la région? Quelle ambiance vous sentez aujourd'hui au niveau artistique? Alors moi je trouve que les gens effectivement ont vraiment de plus en plus envie de montrer leur travail. Il y a beaucoup de peintres émergents, beaucoup de sculpteurs émergents et qui veulent absolument montrer leur travail et on en a tous besoin. On a tous besoin actuellement d'avoir quelque chose qui fait rêver. On se nourrit en fait de l'art. Et principalement, les artistes qui viennent ont cette impression aussi d'être en collectivité, de faire une exposition collective et de faire un tout. Et pour nous qui organisons, c'est un peu la même chose. On a ce sentiment d'exister à travers les artistes qu'on expose. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une espèce de symbiose entre les artistes que nous amenons à exposer ici et le travail que nous faisons. L'amour de l'art, la richesse de ce qu'on peut mettre contre les murs. Ça nous porte beaucoup, je dois dire. Ouais, alors de l'amour que vous partagez ensemble aussi, une passion commune finalement qui vous relie tous ensemble autour de cet espace. Et puis, mon œil est forcément attiré par ce qui se passe derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les artistes aujourd'hui aussi exposent et mettent en avant la région, la nôtre. On voit là d'ailleurs les colonnes romaines. Tout à fait. Alors pour nous, c'est une première. En plus, c'est une artiste qui est russe. Donc c'est assez extraordinaire de voir ce genre de sujet. Je ne m'y attendais pas, je n'avais pas vu complètement son travail. Et c'est une découverte que je fais en même temps que vous. Et ça, c'est très appréciable de voir que les gens s'engagent aussi à montrer des choses de la région. Absolument. Ouais. Enfin, un mot aussi à Satch Braque, puisqu'il nous a quittés, mais c'est un hommage aujourd'hui que vous lui rendez au travers de cette exposition. Oui, tout à fait. Et on veut absolument que cette exposition, En fait, on souhaiterait vraiment que ça perdure dans le temps. Il a mené cette exposition de bout en bout, c'est son bébé. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de perdurer dans le temps et d'arriver à cette 30e en lui faisant peut-être encore un hommage. Parce que c'est vraiment par passion qu'il a créé cette exposition. Ils ont commencé en 1990, ils étaient 2 copains. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, on est une vingtaine d'artistes. Et tout ça, c'est grâce à Satch. Donc on est heureux qu'aujourd'hui, on puisse lui rendre cet hommage-là. Ouais, un hommage qui est fait en amour. J'y reviens parce que c'est vrai qu'on voit aussi toute la minutie que les artistes apportent toujours à préparer ce moment. Pourquoi est-ce qu'il est important, pour terminer là-dessus, ce moment pour vous de finalement vous retrouver tous ensemble? C'est un moment de partage. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus essentiel qu'avant parce avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit actuellement, on a vraiment besoin d'être ensemble, de partager autre chose que l'actualité. Et là, on partage de l'art. Et on s'en nourrit. Et ça, c'est quelque chose qui nous habite tous. Et pour ça, je suis tellement reconnaissante à tous les artistes qui sont là aujourd'hui. Et on retourne en cuisine avec Alexandre. Alexandre, est-ce que je t'enlève le pain de la bouche?
Je suis à table pour le moment, Andrea. La cuisine, eh bien, figure-toi que là, comme tu as compris, entre midi et 2, c'est assez compliqué d'aller déranger les cuisiniers maintenant. Donc, j'y suis allé un peu plus tôt dans la matinée en cuisine, justement, avec Idriss, qui est chef cuisinier ici à cette auberge de la Réunion à Coinsin, pour comprendre aussi comment on cuisine la chasse. Alors, vous allez voir, il m'a fait un petit médaillon de chevreuil. J'attends ici pour le déguster. Donc, regardez les images. Et puis, je vous attends à cette auberge pour manger. Alors, à tout à l'heure. Voilà, je suis en cuisine ici à l'auberge de la Réunion à Coinsin. Je suis avec Idriss. Bonjour Idriss. Bonjour. Qui est cuisinier ici dans cette auberge. Alors on va parler ensemble de la chasse puisqu'on est dans cette saison spéciale. Vous allez nous préparer une petite assiette. Qu'est-ce que vous allez nous préparer Idriss? D'accord, on va préparer un médaillon de chevreuil avec des garnitures chasse, comme on fait d'habitude. Ouais. Et puis on peut commencer. D'accord. Alors allez-y, je vous regarde. Donc là, alors traditionnellement il y a les spätzli, c'est ça? Oui, traditionnellement on fait les spätzli nous-mêmes. Ouais. On prend de farine de moulin de Aubonne et puis on fait toujours nous-mêmes. D'accord. Les spätzli, oui. Et quels sont les différents types de viande que vous présentez ici à l'auberge de la Réunion? Mais en fait, pour la chasse, on fait le chevreuil, le cerf, sanglier, et puis le faisan. On fait le civet, un messe de, par exemple, un messe de chevreuil, sel de chevreuil, voilà, pas mal de civet, de cerf, entrecôte de cerf, entrecôte de sanglier, voilà. D'accord. Et d'où vient toute cette viande? Elle vient Alors, ça vient d'Autriche. On prend d'Autriche, et puis ça marche très bien, et puis c'est une viande très tendre. D'accord. Donc viande qui vient majoritairement d'Autriche. Donc voilà, alors là c'est parti. On envoie, alors dans l'ordre, on envoie les spätzli dans la poêle. Ok. Et au niveau des légumes, qu'est-ce que c'est? Alors on fait les choux rouges. Ouais. On fait les choux de Bruxelles. Ouais. On fait les fruits, par exemple poire ou pomme, mais on fait les fruits, les marrons. Et puis on met une petite confiture de rennes, toujours pas les plats. Ouais. D'accord. Et vous, pour un cuisinier cuisiner la chasse, c'est une période particulière. Alors, s'il vous plaît? Oui, en fait, on fait fin décembre jusqu'à fin novembre, ça dépend des clients, mais on fait toujours fin. On fait 20-25 septembre jusqu'à fin novembre. D'accord. Ok. Donc là, on voit les spätzli qui plantent. Ouais. La viande, comment est-ce qu'on la cuisine? Où est-ce qu'elle est déjà la viande? Ici dans cette cuisine. Il est au frigo la viande. Ouais. Et puis on cuisine là, mais on laisse au frigo. On a les petits frigos là, mais la majorité de la viande, on laisse dedans. D'accord. Et est-ce qu'il y a une façon particulière ici, Idriss, de cuisiner la chasse et de cuisiner la viande? C'est différent que de cuisiner du bœuf ou de cuisiner du porc? Mais en fait, il faut aimer faire ça. Parce que normalement, les bœufs, tout ça, chez nous, on fait sous la grille. Là, on fait à la fois là, il est plus tendre. Voilà. D'accord. Et c'est combien de minutes? Mais ça dépend des morceaux de viande, mais jusqu'aux minutes, ça 3-4 minutes en fait. 3-4 minutes. D'accord. Voilà, donc là il y a tout qui est cuit. Alors on va dresser l'assiette. Très bien. Alors je vous suis. D'accord. Voilà. Ok. On a chauffé les choux rouges là, on a préparé avant. Voilà, alors le chou rouge qui est prêt ici, qui est déjà chauffé dans la marmite. Voilà. Et qu'on sert. On a les choux de Bruxelles. Aussi on a préparé en avant. Voilà. Et puis les marrons. Voilà, les marrons qui sont prêts aussi. Oui. Donc en fait, tous les légumes sont prêts. Oui. Et il faut juste à la commande bien faire chauffer les spätzli. Oui. Et puis la viande. Voilà. Voilà. Et ici. On met les spätzli dans l'assiette. La dernière étape, les fruits.
les fruits, par exemple, poire. Ah oui, les fruits confits, ouais. Alors là, on a les poires au vin, c'est ça? Vin rouge, oui. Voilà, poire au vin rouge. Et puis on a toujours les purettes marron, on le met dessus. D'accord. Alors attendez. Voilà. Voilà. Puis maintenant, on va mettre la sauce. Par contre, la sauce, on fait nous-mêmes, on fait la sauce maison avec les os de gibier, de la chasse, et puis on fait la sauce maison. Voilà. D'accord, la sauce maison Oui. qui est mise ici. Alors la sauce, ça prend combien de temps à faire? Mais ça dépend. Ça prend beaucoup de temps, mais essentiel qu'on fait une bonne sauce. D'accord. Et puis la confiture d'érable. Et la confiture d'érable. Et alors chef, présentez-nous l'assiette. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on mange? Médaillon de chevreuil. Médaillon de chevreuil avec les spätzle. Oui, les garnitures chasse. Les garnitures de la chasse. Eh bien Idriss, merci beaucoup. Et puis merci aussi à l'autre cuisinier, monsieur. J'arrive. Voilà. Eh bien merci beaucoup. Merci. Et puis bon appétit. Merci. Merci. Eh bien, ça donne faim tout ça. Alexandre, maintenant que... Je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends, Alexandre? Est-ce que tu es là? Ouais, voilà. Alors, Alexandre, maintenant que tu sais chasser, que tu sais tout de la faune et que tu as eu ce cours de cuisine privé, donc tu es capable de nous refaire cette recette. On est d'accord? Oui, je pense qu'à la maison, j'essaierai de la refaire. Exactement. Qu'on ait l'assiette du chef, du grand chef, et qu'on ait l'assiette, la tienne, du petit chef, et qu'on mette ensuite des notes si ça te va. On te rejoint, et puis on viendra avec mon invité, Michael Garnier, et puis on viendra mettre des notes si ça te va. On viendra noter. Hein. Alors je vous attends ici à Coinsin, à tout à l'heure, et bon appétit. On a l'air un petit peu seul, hein. Donc c'est vrai qu'on va te rejoindre, ce sera mieux comme ça. Bon appétit, Alexandre, à tout à l'heure. Bon appétit. Michael Garnier, c'est vrai qu'on a entendu tout à l'heure le restaurateur parler de cette période où tout était fermé. C'est vrai que pour l'hôtel, c'était complètement différent puisque vous n'avez jamais arrêté. Qu'est-ce qui était le plus dur dans cette situation ? Alors oui, c'est vrai qu'à la différence des restaurants, les hôtels qui avaient un restaurant avaient le droit de rester ouverts. Donc c'est vrai que nous, on en a profité et pour pouvoir remplir notre hôtel. Et on a créé des packages gastronomiques le vendredi et le samedi. Et on a réussi justement à attirer une clientèle autant pour manger que pour dormir. Pour la petite anecdote, on a des clients qui venaient juste pour manger et la chambre. Non, mais la chambre, on ne veut pas. Mais on avait le droit de faire ça ? Mais ils payaient la chambre. Ah, donc ils payaient la chambre, ils mangeaient, voilà, c'était la petite astuce. Ils payaient la taxe de séjour. Après, s'ils ne dorment pas dedans, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Chacun ses bonnes astuces. C'est vrai qu'on a tous feinté, voilà, il fallait faire avec. Heureusement que c'est fini tout ça. Ouais, heureusement que c'est fini, mais quand même, c'est vrai qu'on a pu voir que ça vous a été bénéfique dans le sens où ça a permis aussi cette transformation, cette accélération de la transformation. Aujourd'hui, au travers de cette marque du changement, est-ce que ça vous a permis aussi d'attirer une autre clientèle ? Alors oui, parce que... Une clientèle, oui, j'entends, puisqu'il y a aussi cette clientèle familiale, ensuite qui est revenue au business, mais est-ce que de nouveaux clients sont venus ? Je précise ma question. De nouveaux clients par rapport à la marque Everness ? Oui, totalement. Déjà, le fait d'avoir fait ces rénovations, ça implique des nouvelles photos, des nouvelles images, une nouvelle ambiance, une nouvelle marque. Et du coup, l'idée du Best Western n'est plus là. Aujourd'hui, les réservations se font principalement par Internet, donc c'est de la photo, d'avoir un bel hôtel, des belles photos de chambre, des belles photos d'extérieur, des belles photos de spa, avec une enveloppe, parce qu'on a fait la rénovation complète de l'extérieur, ça donne envie de venir. Et en surcroît, la 4e étoile. Ouais, en termes d'investissement financier, c'est combien d'investissements justement ? Qu'est-ce que ça représente ? Beaucoup. beaucoup d'argent qui ont été mis par les propriétaires pour redonner les lettres de noblesse à cet hôtel qui est de 1982, il faut le dire aussi. Hein. Donc, qui avait eu ces années et il fallait remettre tout ça à niveau. Ouais. Beaucoup d'argent, j'imagine que ça s'estime en millions. Si on a une fourchette de prix,
pour rester dans votre langage? Une vingtaine, hein, en tout cas. Vingtaine de réunions. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, sur l'ensemble des travaux. Sur l'ensemble des travaux, mais c'est aussi un changement de philosophie, parce que pour revenir un petit peu en arrière, c'est vrai que durant la période Covid, il y a aussi eu cette transformation à l'intérieur de l'hôtel, où vous êtes passé d'une clientèle business à une clientèle familiale. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez de cet état d'esprit-là? Que dans notre hôtel, il y a de la place pour tout le monde, donc on va essayer de pouvoir mixer les deux. Dans la semaine, il y a le week-end. Le week-end, on veut des clients loisirs, donc on veut continuer dans cet esprit-là, avec des nouvelles activités. Mais des clients loisirs, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, on n'a pas du tout la même manière d'accueillir des directeurs d'entreprise, des ONG que des familles. Complètement. Donc c'est les équipes qui changent, il faut 12 équipes différentes. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez? Ça n'a pas été simple. C'est vrai que du jour au lendemain où vous devez organiser, parce qu'en fin de compte, quand vous faites une réservation pour un séminaire qui vienne de 25-30 personnes, c'est une réservation. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à faire une réservation pour chaque client. Et chaque client avait des besoins, à savoir une réservation du spa, une réservation du restaurant. Donc là, ça implique le rôle de la personne aux réservations est plus devenu un rôle aussi d'agent de voyage, parce qu'il faut organiser le séjour du client, ce qu'on ne faisait pas avant. Dans cet esprit-là. Et au niveau de la réception, donc premier accueil, là aussi, on est aussi dans l'organisation du séjour complet du client. Et le séjour, il se passe pour une grande partie dans l'hôtel. Ouais, vous me dites même que ça va jusqu'à la langue, hein, que là, il a fallu engager quelqu'un qui parle, et plus de personnel qui parle suisse-allemand. Alors, complètement. Complètement. Les dernières personnes en réception, j'ai dû engager 3 personnes qui parlent allemand. Parce que sur 3 clients cet été, 2 clients parlaient allemand. Donc c'était pas du tout... avant, c'était l'anglais, et maintenant, c'est l'allemand. Donc ça change, oui. Ça veut dire qu'il faudra encore une fois changer le nom de Everness, on change à quelque chose en allemand? Non, je pense pas. Il est bien, il passe bien ce nom-là. On a fait beaucoup de travail pour le créer, donc beaucoup de brainstorming, et je crois qu'il plaît bien ce nom-là. Ouais, je vous embête, mais parce que j'aimerais terminer sur une touche plus anecdotique. C'est vrai que vous m'aviez raconté que durant cette période Covid, il y a eu aussi toute une étape de stress où du jour au lendemain, un coup de fil, on vous appelle. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? En mars, vous voulez dire, mars 2020, on nous dit, écoutez, on ne peut pas venir. On doit annuler nos réservations pour le salon de l'auto. Oui, ok. Et là, c'était le drame complet. Moi, j'étais à l'extérieur de l'hôtel. Quand ça s'est passé, mon personnel qui était à la réservation m'appelle en larmes. 1 an de travail qui s'anéantit en quelques jours. D'habitude, on fait les réservations, on change des réservations, mais tout annulé, on ne le fait pas. Donc ça a été dramatique, oui. Ouais, alors ça, c'est d'accord, une anecdote dramatique, mais vous avez eu l'inverse. Hein. On vous a appelé et puis là, il a fallu faire revenir tout le monde. Oui. Voilà. On termine sur le positif. Alors, on revient en arrière. Oui, une belle anecdote. Donc janvier 2021, donc cette année, la Confédération, le département fédéral des affaires étrangères m'appelle. Michael, dans 10 jours, on a besoin de ton hôtel et du tennis à côté. Donc pour nous, le tennis, c'est donc tennis couvert avec 2000 m². On doit organiser un meeting pour une délégation libyenne, donc une délégation de la Libye, qui doivent venir élire leur gouvernement. Je fais oui, mais on n'a pas le droit, c'est interdit de faire des réunions partout. En Suisse, c'est interdit, même en Europe en ce moment, c'est interdit. Non, mais là, on a le droit. Ok. De toute façon, le médecin cantonal va donner son accord, l'ONU va donner son accord. Je fais bon, ok, pas de problème. Donc là, du coup, nous, on se retrouve à devoir rappeler tout notre personnel qui est à ce moment-là en RHT, hein, donc en chômage technique, pour accueillir 120 personnes pendant une semaine. Beaucoup de difficultés, les fournisseurs tous à l'arrêt. Pour vous donner une idée, impossible de trouver de l'eau. L'eau bouteille ne se trouvait pas chez nos fournisseurs, ils n'en avaient pas en stock. On a dû aller à Genève, dans les magasins, dévaliser les rayons. J'imagine que c'est un sacré challenge, hein, parce que non seulement on est en stress parce qu'il faut répondre à toutes les demandes, mais on est aussi sous le feu des projecteurs. Finalement, tout le monde nous regarde, on se dit, là, on n'a pas le droit à l'erreur.
On n'a pas le droit à l'erreur. Là, c'est un gouvernement ils vont élire le gouvernement. Oui, c'est complètement. En plus, c'est pas dans un espace de congrès. On parle de créer une salle de séminaire dans un tennis. Donc, beaucoup de stress. Mais au final, le dernier soir, quand ils élisent leur gouvernement et puis qu'on vous envoie une petite vidéo des feux d'artifice à Tripoli parce que tout le monde est content et tout le monde était dans la rue, ça s'est passé à Everness, quoi. C'est formidable. Je m'en souviendrai toujours de toute ma vie. Ouais, un beau souvenir qui reste avec le feu d'artifice, un feu d'artifice que vous avez aussi partagé avec vos employés, du coup, parce que ça fait partie de la vie de l'hôtel. Michael Garnier, co-directeur d'Everness Hôtel et Resort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci, très belle journée à vous aussi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Si vous êtes à table, eh bien, bon appétit, bonne suite de programme. À très bientôt.